Donc, on va pouvoir commencer, hein, Françoise, si tu ne vois pas d'inconvénient. C'est bon. Bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'avoir répondu présent à ce webinaire consacré à la présentation du nouveau TESA simplifié qui est mis en place par les MSA depuis le 1er janvier de cette année. Cette présentation va durer 1 h 30 environ. Et elle sera enregistrée, elle est enregistrée afin de pouvoir la consulter en replay sur votre site MSA. Donc ce webinaire, comme vous avez pu le constater, vous sera présenté par Françoise Craex, qui est chargée de clientèle de la MSA Loire-Atlantique Vendée, et moi-même, Madia Waïd, conseillère professionnelle au sein du pôle relations entreprises et partenariats de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc, comme vous avez pu le constater aussi, vos micros et caméras sont désactivés, et ce pour une meilleure qualité de diffusion de notre présentation. Toutefois, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions en utilisant l'icône QR qui se trouve tout en haut de l'écran, qui apparaît ici. Élodie Raguin et Charlotte Bellamy, chargées de clientèle de la MSA Loire-Atlantique Vendée, nous accompagnent pour répondre à vos questions. Pour rappel, une foire aux questions sur le TESA simplifié est disponible sur votre site MSA. Durant ce webinaire, nous allons aborder plusieurs points. Donc, on va commencer par un rappel sur les textes de référence et aussi les principales exonérations. On va s'arrêter sur les dispositifs santé pour aborder la complémentaire santé obligatoire et le versement santé. Une présentation de l'outil afin de vous rappeler ou vous expliquer l'adhésion au TESA simplifié, l'utilisation de la DSN, l'articulation entre l'ancien et le nouveau TESA simplifié. Par la suite, Françoise Craex va vous présenter l'utilisation en pratique de l'outil TESA simplifié, donc par une démonstration de plusieurs étapes. Et en dernière partie, je vais vous communiquer des informations nécessaires sur le fractionnement, sur le rappel des étapes importantes et puis après sur les précisions le calendrier des échéances. Donc, on commence notre webinaire par un rappel pour les textes de référence. Il faut savoir que chaque employeur a l'obligation de mettre en place un contrat de travail lorsqu'il embauche un salarié. Ce contrat doit fixer toutes les clauses prévues par le Code du travail et la convention collective applicable. En principe, la convention collective prime sur le contrat de travail, sauf, bien sûr, lorsque ce dernier est plus favorable pour le salarié. Pour consulter votre convention collective, nous avons mis à votre disposition des liens qui se trouvent à droite de l'écran afin de consulter les conventions collectives. Nous vous rappelons que l'outil TESA simplifié est un outil gratuit mis à votre disposition par les MSA et qui ne fait pas de lien avec toutes les conventions collectives. Donc, il appartient à vous, employeur, de consulter et d'appliquer votre convention collective. Les principales exonérations sont la réduction générale dégressive et l'exonération travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, qu'on va appeler l'exonération TODE. La réduction générale dégressive, appelée précédemment la réduction Fillon, est une réduction patronale qui s'applique du moment où la rémunération mensuelle brute est inférieure à 1,6 SMIC. Et cette réduction s'applique sans demande de votre part, du moment où le salaire ne dépasse pas ce plafond. L'exonération travailleur occasionnel ou demandeur d'emploi, quant à elle, nécessite une demande de votre part au moment de la déclaration préalable à l'embauche. Cette exonération est totale
Si le plafond de la rémunération mensuelle est inférieur à 1,25 SMIC, donc avant c'était à 1,20 SMIC, ça a été porté à 1,25 depuis le 1er mai de cette année. Donc elle est totale si la rémunération est inférieure à 1,25 SMIC. L'exonération est partielle si la rémunération est entre 1,25 mais inférieure à 1,6 SMIC. Il faut noter que cette exonération est limitée à 119 jours par année civile et elle n'est pas cumulable pour un même salarié chez un même employeur et sur la même année civile avec la réduction générale dégressive. Et donc, on vous préconise de verser l'indemnité compensatrice de congés payés au mois le mois pour ne pas dépasser le plafond le dernier mois d'activité de travail. Pour plus d'informations sur ces exonérations, je vous invite à consulter la fiche 5 du dossier employeur. Cette fiche est disponible sur votre site MSA dans l'onglet Employeur, fiche pratique. Et vous allez retrouver dans ces fiches aussi les exonérations ou la déduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires, ainsi que les exonérations de cotisation salariale sur les heures supplémentaires et complémentaires. Donc, pour vous expliquer aussi le dispositif santé, je vous rappelle que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur est dans l'obligation de proposer une complémentaire santé, donc une mutuelle, à ses salariés, et ce, quel que soit le secteur d'activité, la taille de votre entreprise et l'ancienneté de votre salarié. Il faut savoir que selon votre secteur d'activité, certains organismes sont recommandés par votre convention collective ou accord de branche. L'entreprise doit proposer à ses salariés une mutuelle santé qui respecte les règles établies par sa convention collective. La MSA a signé des conventions de gestion avec des partenaires tels que Agrica, Mutualia, Harmonie Mutuelle. Donc, si vous avez adhéré à un de ces organismes, le TESA simplifié est adapté pour vous. Sinon, si vous avez adhéré à d'autres organismes, je vous conseille, on vous préconise l'utilisation du TESA+. Le point important à savoir, si votre salarié ne souhaite pas adhérer à votre complémentaire groupe, donc pour une raison ou une autre, il doit vous fournir un justificatif afin de le dispenser de cette adhésion. Donc, le salarié doit justifier d'une autre couverture. Donc, idéalement, il faut se rapprocher de votre complémentaire pour connaître les cas de dispense. Le versement santé est un dispositif d'aide permettant aux salariés avec un contrat, donc soit inférieur à 3 mois ou un temps partiel qui est inférieur à 15 heures par semaine, de bénéficier d'un financement partiel de leur complémentaire santé individuel. L'employeur propose et le salarié doit en faire la demande le jour de l'embauche. Il s'agit, en fait, dans ce cas-là, il s'agit d'une aide individuelle à la généralisation de la couverture complémentaire santé pour les salariés en contrat court ou à temps partiel. En tant qu'employeur, vous êtes tenu d'informer vos salariés concernés par ce dispositif. Et pour en bénéficier, vos salariés doivent vous en faire la demande au jour de leur embauche. Lors de la saisie du bulletin de salaire, le versement santé vous sera proposé sur l'outil TESA simplifié. Et il faut noter qu'il y a certains cas, certaines situations où vous ne pouvez pas appliquer le versement santé, tels que les salariés qui bénéficient d'une complémentaire santé solidaire, ou bien les salariés qui ont déjà une couverture collective et obligatoire, et même les salariés qui ont une couverture complémentaire, mais qui donnent lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Donc, pour vous parler un peu plus du TESA simplifié, donc, surtout, on va voir dans quelles raisons et quel contexte on va pouvoir l'utiliser. Le TESA simplifié a pour objectif de vous faciliter les démarches. Donc, surtout si vous n'avez pas de solution de gestion du personnel. C'est un service qui est gratuit, accessible en ligne, via un ordinateur, une tablette ou même un smartphone. C'est une offre qui est plébiscitée dans l'usage et c'est un outil qui, comme j'ai dit, qui simplifie les démarches sociales, surtout les démarches qui sont, liées aux emplois occasionnels de très courte durée et donc là, on va, surtout cibler les contrats, donc d'une durée, maximale de 3 mois. Il faut savoir que le nouvel outil, TESA simplifié va sécuriser la protection sociale de vos salariés. Et on va le constater, hein, lors de la démonstration. Vous allez, le bulletin de salaire, va comporter la notion, du, montant net social. C'est un montant qui est nécessaire pour vos salariés, pour faire, par exemple, leur déclaration trimestrielle pour la prime d'activité ou le RSA, par exemple. Et donc juste quelques précisions, hein, donc sur les chiffres, on voit bien que l'utilisation, donc du TESA simplifié a augmenté en 2022, hein, 11 pour les contrats saisonniers et donc soit 7 de salariés, de plus, qui ont été déclarés via le TESA simplifié en 2022. Donc le TESA simplifié nécessite une adhésion. Si vous avez déjà utilisé le TESA simplifié, donc là, vous avez accès, vous pouvez déclarer vos salariés. Si vous êtes un employeur qui n'a jamais utilisé le TESA simplifié, vous devez au préalable contacter votre MSA. Ça peut être par téléphone, par message, donc via votre espace privé, pour demander l'adhésion à ce service. Il faut savoir que l'adhésion nécessite un délai minimum de 15 jours. Donc, si vous avez la possibilité d'anticiper l'adhésion avant l'embauche, c'est très bien. Vous sollicitez la MSA, vous sollicitez l'adhésion. Comme ça, le jour de l'embauche, vous avez déjà accès à l'outil, vous pouvez faire vos déclarations préalables à l'embauche. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas pu anticiper, ce n'est pas grave. Il faut dans ce cas-là, obligatoirement, il faut informer votre MSA par écrit. Comme j'ai dit tout le temps, en fait, vous pouvez faire via l'espace privé, hein, dans la rubrique Contact et échange, nous envoyer un message. Vous nous précisez le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom de votre salarié, la date d'embauche, la durée du contrat. Cette démarche va juste vous protéger, vous, en tant qu'employeur, en cas pardon, de contrôle, ou bien s'il y a eu un accident de travail ce jour-là. Mais attention, ça ne vaut pas une déclaration préalable à l'embauche. Parce qu'une fois que vous allez avoir accès à l'outil TESA simplifié, vous avez toujours l'obligation de faire cette démarche, à savoir la déclaration préalable à l'embauche. Donc, l'outil TESA simplifié va vous permettre d'accomplir 11 formalités. 6 au moment de l'embauche, et ce avec une seule déclaration, et 5 à l'issue de la relation de travail. Donc, au moment de l'embauche, avec la déclaration préalable à l'embauche, vous allez pouvoir établir le contrat de travail, immatriculer votre salarié, faire le signalement auprès du service santé sécurité au travail, inscrire votre salarié sur le registre unique du personnel et, si vous le souhaitez, faire une demande de l'exonération travailleur occasionnel. 5 formalités à l'issue de la relation de travail. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, vous allez pouvoir établir le bulletin de salaire. Il est conseillé de conserver un double si vous le souhaitez. Les documents de fin de contrat, hein, donc pour votre salarié, ça va être l'attestation de fin de contrat, l'attestation France Travail, hein, donc l'attestation Pôle emploi. Vous allez faire aussi, avec cette démarche, ça fonctionnera aussi pour déclarer les données nécessaires au calcul des cotisations sociales et au prélèvement fiscal à la source.
Et donc, bien sûr, en dernière étape, la déclaration sociale nominative que vous allez pouvoir aussi faire à cette étape-là. Donc, la déclaration sociale nominative, c'est quoi? Donc, il faut savoir déjà, c'est une obligation qui concerne tous les employeurs et ce, dès le premier salarié. Elle va faciliter ou elle facilite déjà la transmission de données sociales du TESA simplifié vers les organismes sociaux. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un fichier dématérialisé qui va regrouper chaque mois l'ensemble des données salariales de l'entreprise et qui est transmis en une fois aux organismes sociaux pour actualiser les droits et situations des salariés. Ça va être par exemple vers la MSA pour les droits santé, vers Pôle emploi ou France Travail pour les droits au chômage, vers la Direction générale des finances publiques hein, pour le PASS, et ça peut être aussi vers les caisses de retraite pour la mise à jour de la carrière de vos salariés. Donc, la déclaration sociale nominative permet l'accélération d'études des droits sociaux de vos salariés. Donc, notamment aujourd'hui, depuis le changement de la législation sur les aides au logement. Donc, avec la DSN, la caisse qui verse l'aide au logement sera déjà en connaissance des revenus de votre salarié. Je vous rappelle la possibilité de nous adresser vos questions via l'onglet QR si vous avez besoin de nous poser des questions. Dans quelle situation vous allez pouvoir utiliser le TESA simplifié? Ça concerne uniquement les employeurs disposant d'un numéro SIRET. Donc, ça concerne uniquement les CDD inférieurs au maximum de 3 mois. Autrement dit, avec une seule déclaration préalable à l'embauche, je ne vais pas pouvoir dépasser 3 mois. Par la suite, si le travail n'est pas terminé, si la saisonnalité n'est pas finie, vous pouvez par la suite renouveler votre salarié, mais il faut refaire une autre déclaration préalable à l'embauche. Il faut juste vérifier votre convention collective si le renouvellement du contrat est possible. Le TESA simplifié est possible donc pour tous les salariés de droit privé. Les apprentis sont par contre exclus. Les salariés cadres ne peuvent pas être utilisés, hein, on ne peut pas les déclarer via le TESA simplifié. Donc, on va utiliser le TESA simplifié dans ces cas qui sont énumérés. Donc, le CDD de remplacement d'un salarié ou d'un non-salarié agricole, un CDD saisonnier, un CDD de vendange, et là, on est à une durée maximale d'un mois, le CDD de surcroît d'activité et le CDD d'usage. Si si votre besoin n'apparaît pas dans ces cas énumérés, dans ce cas-là, il faut utiliser le TESA+. Donc, il y a un outil aussi disponible via votre espace privé. Pour quelle situation vous pouvez utiliser le TESA simplifié? Ça va être pour toutes les rémunérations horaires, que ce soit des heures normales, supplémentaires, complémentaires ou majorées. Pour les rémunérations à la tâche, vous pouvez aussi utiliser le TESA simplifié pour un bulletin de paie unique. Dans quel cas on va le faire? Ça peut être pour un CDD saisonnier qui est inférieur à un mois, mais qui est à cheval sur 2 mois civils. Par exemple, j'embauche un salarié saisonnier du 18 juin jusqu'au 10 juillet. Donc, je ne suis pas, donc voilà, c'est un CDD saisonnier inférieur à un mois, mais qui est à cheval sur 2 mois civils. En tant qu'employeur, vous n'avez pas l'obligation de faire un bulletin de salaire du 18 jusqu'au 30 juin et un autre du 1er jusqu'au 10 juillet. Vous avez la possibilité de faire un seul bulletin de salaire qui est à cheval sur les 2 mois, puisque c'est inférieur à un mois. Donc, au mois de juillet, vous pouvez faire un bulletin qui va du 18 juin jusqu'au 10 juillet. L'outil va vous permettre aussi de déclarer d'autres éléments de rémunération, tels que les frais professionnels et quelques avantages en nature.
Si toutes les cotisations et contributions sont gérées par la MSA, dans ce cas-là, le TESA simplifié est très bien adapté pour vos déclarations. Si, par contre, vous avez d'autres, contributions ou cotisations, qui vont être, à verser pour un compte tiers dont la MSA n'a pas la gestion, moi, dans ce cas-là, je vous recommande, l'utilisation du TESA+. Comme ça, toutes les informations vont apparaître sur le bulletin de salaire. Donc, comme je vous ai dit, au début de ce webinaire, il s'agit d'un nouveau TESA simplifié, mais qui a été, mis en place depuis le 1er janvier 2024. Mais à côté de ça, on avait déjà un outil, TESA simplifié. Et là, il s'agit d'une refonte, d'une modernisation. Donc aujourd'hui, via votre espace privé, vous allez constater que vous avez encore accès aux 2 onglets. Mais il faut savoir que l'ancien TESA simplifié vous permet uniquement l'accès pour consulter tous les anciens documents, si vous avez déjà embauché un salarié, via cet outil. Donc toutes les nouvelles embauches, donc depuis le 1er janvier 2024, toutes les nouvelles embauches passaient uniquement par l'outil, nouveau TESA simplifié. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de reprise des anciens salariés embauchés sous l'ancien TESA simplifié, mais il n'y a pas d'inquiétude. Si vous connaissez le numéro de sécurité sociale de votre salarié et s'il est déjà connu à la MSA, une fois que vous saisissez le numéro, il va être reconnu et le système informatique va leur récupérer les données. Et juste une précision sur le nouveau TESA simplifié. Il faut savoir qu'avec l'ancien outil, l'employeur était dans l'obligation de calculer le SMIC RDF, chose qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. L'outil le calcule automatiquement. Voilà pour moi, Françoise. Je te laisse la main pour la démonstration. Merci. Donc, je prends la suite. Donc, après toute cette phase de présentation, nous avons souhaité vous montrer cet outil, ce nouvel outil pour les utilisateurs donc de l'ancien TESA simplifié. On effectue ensemble plusieurs étapes. Comment gérer votre établissement, comment créer une DPE et un modèle de contrat, comment établir un bulletin de salaire avec une fin de contrat. Comment déposer une DSN? Donc ça fait partie des nouveautés majeures. Vous récupérez ainsi le récapitulatif des cotisations. Il n'y a plus de facture d'adresser. Et enfin, comment annuler une DPE en cas d'erreur ou si le salarié ne s'est pas présenté. Nous vous conseillons, avant de prendre en main cet outil et pour faire notamment une déclaration d'embauche, de collecter certaines informations auprès de vos salariés. Notamment le numéro, alors SIRET et identifiant de connexion, mais vous avez, je suppose, tous un espace sécurisé MSA de créer. Récupérez votre convention collective applicable, l'adresse de votre caisse de retraite. Je vous communiquerai tout à l'heure l'adresse de la caisse de retraite Agrica. Et pour l'immatriculation, pour que la MSA puisse immatriculer le salarié et lui rattacher également des droits, la pièce d'identité donc du salarié avec l'ensemble de ses noms de famille, son numéro de sécurité sociale entier avec la clé, donc différence par rapport à l'ancien outil TESA simplifié, et l'adresse du salarié. Nous vous conseillons également de questionner votre salarié s'il est domicilié fiscalement à l'étranger. Ça peut avoir une incidence, si c'est le cas, ça a une incidence sur certaines cotisations. Et questionnez également votre salarié sur son choix au niveau de la complémentaire santé, s'il dispose déjà d'un contrat individuel ou collectif et s'il souhaite bénéficier du versement santé. Et un dernier point, donc la DPE, on l'a vu tout à l'heure, la déclaration préalable à l'embauche permet de notifier la MSA sur notamment une visite médicale éventuelle, visite d'embauche. Si le salarié a déjà bénéficié par ses expériences passées d'une visite médicale pour un poste similaire, avec les mêmes risques,
il vous est conseillé de récupérer cette information, car c'est une information que vous allez mentionner dans la déclaration préalable à l'embauche. On le verra tout à l'heure. Donc, je vais vous partager l'outil. Donc, on va travailler sur un environnement de test, sur une page Internet de test. Donc là, vous voyez, nous sommes sur une page Internet MSA. Vous reconnaissez l'ergonomie. Vous avez ici la partie Mon espace privé. Vous vous connectez de la même manière que vous avez l'habitude de faire. Donc là, on va avoir donc, vous arrivez, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur une page comme celle-ci, avec les différents services en ligne, et vous avez donc une rubrique TESA. TESA, DPAE, bulletin de salaire. En premier lieu, vous aurez la mention Nouveau TESA simplifié, en dessous TESA+, donc qui concerne les CDI et des CDD sur une plus longue période, mais aussi des contrats spéciaux comme pour les apprentis. Et vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur Voir tous les services, d'avoir accès à l'ancien TESA simplifié. Donc, si vous étiez utilisateur, donc jusqu'en fin d'année 2023, de l'ancien TESA simplifié, en cliquant ici, vous pourrez récupérer notamment les documents générés pour les salariés jusqu'à fin 2023. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de nous intéresser donc au nouveau TESA simplifié. Vous arrivez sur une page comme celle-ci. Donc là, c'est vraiment le reflet de ce que vous avez sur votre espace MSA sécurisé, à condition que nous ayons eu connaissance de votre qualité d'employeur de main-d'œuvre. Donc, si vous n'y avez pas accès, c'est qu'une mise à jour à notre niveau est nécessaire. Donc, je vous invite à contacter la MSA par téléphone ou à faire une demande via votre espace sécurisé MSA. Donc là, vous arrivez sur une page, ce qu'on appelle le tableau de bord TESA, composé de 4 zones, 4 pavés. Donc, une zone déclaration préalable à l'embauche, où vous allez retrouver des modèles de contrat et comment créer une déclaration préalable à l'embauche. Vous aurez la partie bulletin de salaire pour faire les bulletins de salaire de vos salariés, donc déjà connus, et récupérer également les documents de vos salariés. Les informations sur la DSN, donc pour envoyer votre DSN, on le verra tout à l'heure ensemble, et cette partie autre information. Alors, on va commencer par cette zone. Donc, en autre information, la première chose que l'on va vous demander de faire, avant même de faire une déclaration préalable à l'embauche, c'est de gérer votre établissement. Gérer votre établissement, c'est vraiment indispensable et c'est à ne faire qu'une seule fois. Vous verrez, quand vous allez vous connecter, vous aurez déjà des informations qui seront précomplétées. Le nom de l'entreprise, votre SIRET, ça sera précomplété. L'adresse de l'établissement à mentionner, le code APE, le code NAF, donc, qui correspond à votre activité, et il vous sera demandé donc d'inscrire, donc ce champ sera vide quand vous vous connecterez pour la première fois, il vous sera demandé d'inscrire le code IDCC. Donc, c'est le code de votre convention collective. Donc là, si je supprime, quand je clique ici, j'ai accès à toute une série de conventions collectives. Donc la liste est assez importante. C'est pour ça que c'est préférable de connaître le numéro de la convention collective pour faire la recherche. Donc là, nous, on est sur un test convention collective de la production agricole et des CUMA, donc 70-24. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de convention collective, c'est le cas notamment pour la Loire-Atlantique et la Vendée, des sauniers et des paludiers, s'il n'y a pas de convention collective, vous retrouvez tout à la fin cette notion en 9999, non soumis à convention collective. Tout à l'heure, ma collègue vous avait mentionné en tout début de cette présentation un lien pour vous permettre de vous accompagner pour trouver votre convention collective. Ce support, on vous le transmettra aussi
par mail, certainement d'ici début de semaine prochaine. Donc là, nous, sur notre exemple, on va prendre donc le convention collective 70-24, convention collective production agricole CUMA. Nous vous demandons également de compléter votre caisse de retraite complémentaire. Cette information, elle sera reportée sur tous les bulletins de salaire que vous allez remettre à vos salariés. Donc là, l'adresse est la suivante. Je vous invite à prendre note de cette information, ou sinon on vous le transmettra également par mail, ça sera mentionné dans le support. Donc si c'est Agrica, 21 rue de la Bienfaisance, 75 008, Paris. Donc l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, mais également le code convention collective seront des informations que vous allez mentionner qu'une seule fois et qui seront reportées sur tous les bulletins de salaire. Donc c'est pour ça que c'est important cette étape à faire avant toute déclaration d'embauche et avant tout bulletin de salaire. Si vous vous rendez compte qu'il y a eu une erreur, vous pouvez bien sûr retourner sur cet item « Gérer mon établissement ». Une fois que c'est OK, il vous suffit de valider. Donc là, nous avons géré l'établissement et nous allons à présent faire une déclaration préalable à l'embauche. Créer un contrat DPAE. Donc vous arrivez ici sur une page avec 4 parties. Une partie liée au contrat, donc l'activité, la date d'embauche, une partie liée au salarié. La santé sécurité au travail, c'est là où on va retrouver les informations sur notamment les visites médicales et les risques dont s'expose votre salarié en fonction des activités, et un récapitulatif avant validation et avant envoi de la déclaration préalable à l'embauche à la MSA. À tout moment, vous pouvez arrêter votre déclaration préalable à l'embauche, tant que celle-ci n'a pas été envoyée à la MSA. Vous allez voir au fur et à mesure, vous aurez des informations en bleu, des commentaires pour vous guider et pour vous accompagner dans votre saisie, avec des liens hypertextes. Donc là, si vous cliquez sur plus d'informations sur la déclaration préalable à l'embauche, ça vous renvoie sur le site de la MSA, de votre caisse, mentionnant notamment les risques auxquels vous vous exposez si vous ne réalisez pas de déclaration préalable à l'embauche, notamment en cas d'accident du travail ou si c'est considéré comme du travail dissimulé. Donc là, la date d'embauche, donc une déclaration préalable à l'embauche, c'est à réaliser dans les 8 jours qui précèdent le début du contrat de travail du salarié. Donc là, nous allons faire une déclaration pour le 20 juin. 20 juin 2024, avec une embauche à 8 heures. L'emploi occupé, donc vous avez des suggestions. Quand vous cliquez ici, vous avez des... Hop, il ne veut plus d'accord. Voilà. Vous avez des suggestions ici, mais vous pouvez totalement les modifier. Donc là, ouvrier agricole, l'intérêt de modifier ce champ, c'est de pouvoir enregistrer le contrat, enregistrer un modèle de contrat et pouvoir par la suite le retrouver pour le dupliquer pour d'autres salariés, pour d'autres embauches futures. Donc, si vous souhaitez mentionner ouvrier agricole traite, ouvrier agricole, si vous êtes vraiment sur des activités particulières, c'est vraiment un champ qui est pour vous et qui permet d'identifier le contrat en tant que modèle. La catégorie socio-professionnelle, donc c'est une information INSEE qui va venir catégoriser les salariés. Là, on va retrouver surtout pour tout ce qui est production agricole, on va les retrouver dans la catégorie 600. Là, on va avoir donc ouvrier de l'élevage, ouvrier du maraîchage, horticulture, viticulture, ouvrier agricole sans spécialisation particulière. Donc là, nous allons faire ouvrier du maraîchage ou de l'horticulture.
Ici, vous voyez, la convention collective de référence est mentionnée. Donc, ce n'est pas un champ modifiable, c'est un champ qui est repris grâce aux informations que nous avons complétées ensemble dans la rubrique « Gérer mon établissement ». Cette convention collective nationale prévoit des paliers et des coefficients hiérarchiques. Les paliers et les coefficients hiérarchiques sont déterminés en fonction de l'autonomie des salariés, en fonction des compétences, en fonction de l'expérience. Là, nous, on va être dans un exemple d'un salarié ouvrier agricole classique, sans compétences, sans expérience particulière. Donc, on va être sur un palier 1 et un coefficient 9. Pour vous guider sur ces paliers, sur ces coefficients hiérarchiques, vous pouvez vous référer à votre convention collective. C'est vraiment une source d'information très importante pour vous en tant qu'employeur. Nous allons pouvoir choisir si nous sommes sur une rémunération à l'heure ou une rémunération à la tâche. Donc pour la rémunération à la tâche, on va la retrouver notamment pour les viticulteurs, pour tout ce qui va être notamment la taille. La rémunération à la tâche n'est possible que si votre convention collective le prévoit. Donc si vous n'avez pas de convention collective, par exemple, vous ne pouvez pas proposer de rémunération à la tâche. On va rester sur un cas classique et non pas un cas particulier et faire un exemple avec une rémunération à l'heure. Dès que je clique sur rémunération à l'heure, j'ai cette zone en bleu qui apparaît. Le SMIC horaire brut est de 11,65 € depuis le 1er janvier 2024. Donc, je mentionne une rémunération minimale de 11,65 €. Je peux, si je le souhaite, mentionner d'autres éléments de rémunération. C'est mentionné, c'est facultatif. Si ce n'est pas mentionné facultatif, ça veut dire que l'information est obligatoire. Le contrat est-il à temps partiel? Là, on va être sur un contrat. Alors, j'ai mentionné contrat à temps partiel, oui. À partir du moment où je mentionne oui, je dois compléter la durée légale du travail dans l'établissement, donc 35 heures si par exemple je suis sur si j'exprime la durée légale par semaine, 35 heures par semaine. Je vous montre rapidement, 35 heures par semaine. Le salarié aura un temps de travail de 20 heures. Je mentionne 20 heures. Automatiquement, l'outil calcule le taux de temps partiel du salarié au regard des informations précomplétées. Je peux, mais c'est facultatif, mentionner un nombre d'heures complémentaires. On parle d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. C'est le nombre d'heures qu'il peut faire jusqu'au temps de travail temps plein. Et je peux mentionner la durée de la répartition en jours ou en semaines et les éventuelles conditions de modification de cette répartition de temps de travail. Dans cet exemple, nous allons partir sur un contrat donc à temps plein. La durée légale du travail dans l'établissement, dans l'entreprise, 35 heures semaine. Et là, je vais pouvoir choisir le motif du CDD. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. CDD en remplacement d'un salarié, en remplacement du non-salarié. Si vous choisissez donc un CDD de remplacement, vous devrez mentionner le nom du salarié ou du non-salarié à remplacer. Voilà, ça y a, en fonction de ce que vous choisissez, les champs apparaissent. Vous pouvez choisir un CDD pour accroissement temporaire d'activité. Et vous pouvez choisir un contrat saisonnier pour travaux. Si vous mentionnez un contrat saisonnier, il apparaît la demande d'exonération de cotisation patronale pour l'emploi d'un travailleur occasionnel. Donc, c'est le dispositif d'exonération partielle de charges patronales qui a été présenté au tout début de ce webinaire. Donc, l'exonération de cotisation patronale pour l'emploi d'un travailleur occasionnel, n'est possible que pour les contrats saisonniers.
Si vous choisissez un CDD de remplacement d'un non-salarié agricole, d'un exploitant, un CDD pour accroissement d'activité, vous n'aurez pas la possibilité de choisir, demander à bénéficier de cette exonération de cotisation. Mais dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier, si la rémunération ne dépasse pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier de l'exonération de charges dite Fillon, l'exonération de charges générale. Donc là, pour des travaux ouais, peu importe, maraîchage, demande d'exonération. Vous pouvez choisir si la date de fin est connue ou non connue. Si vous mentionnez non connue, vous avez un message qui vous indique que vous ne pourrez pas dépasser un CDD de la date du 19 septembre 2024. Donc, le TESA simplifié limite les contrats à 3 mois. Donc, vous avez ce message d'information. Là, si on est sur une date de fin connue, vous pouvez mentionner la date du CDD. Alors, je vais mentionner le 18 septembre 2024. Durée de la période d'essai, 5 jours. Et vous pouvez choisir un lieu de travail identique à l'établissement ou différent. Si vous mentionnez différent, vous ne pourrez mentionner que le code postal et la ville du lieu de travail. Donc là, identique. Donc là, j'ai rempli les informations concernant le contrat. J'ai maintenant accès aux informations concernant le salarié. Si vous avez déjà embauché, donc depuis le début de l'année 2024, si vous avez déjà embauché ce salarié, vous pouvez retrouver les informations ici en mentionnant son nom ou son numéro de sécurité sociale. Par exemple, j'ai déjà fait des tests, si je mentionne Poupart, on me propose ce salarié-là pour lequel j'ai déjà effectué des tests. Là, on va partir sur un exemple, créer un nouveau salarié. J'ai ici, dès le début, le numéro de sécurité sociale à mentionner. C'est un champ qui est facultatif. Pour autant, il vous est fortement conseillé, recommandé d'inscrire cette information pour plusieurs raisons. Ce numéro de sécurité sociale va permettre d'identifier comme il se doit le salarié au niveau de la MSA. Ça va lui permettre de lui ouvrir des droits maladie en fonction de son activité, en fonction de son contrat. Ça va lui permettre un meilleur rattachement de ses droits à retraite. Ça va permettre également pour nous de récupérer son taux prélèvement à la source. Si vous ne mentionnez pas le numéro de sécurité sociale, par rapport au prélèvement à la source, par exemple, il y aura un taux non individualisé qui sera calculé. Donc, pas forcément conforme aux attentes du salarié. Donc, vraiment, je vous conseille, dès que vous avez acté avec le salarié de son embauche, de lui demander son numéro de sécurité sociale. Et là, comme je disais tout à l'heure, la nouveauté, c'est qu'il faut bien l'ensemble du numéro de sécurité sociale avec la clé, donc avec les 2 derniers chiffres, pour le compléter ici. Si vous n'avez pas tous les éléments, eh bien vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Donc vous ne mentionnez rien. Donc là, le salarié est un homme. On va mentionner sa date de naissance, 4 juillet 81, son pays de naissance. Donc, je mentionne les premières lettres, il me propose directement le pays, commune de naissance, sa nationalité. Donc, pays de résidence, l'adresse de résidence. Donc, là aussi, vous mentionnez le nom de la rue et automatiquement, il vous propose, il vous suggère des adresses. Ce n'est pas bloquant, c'est vraiment pour vous aider dans la saisie. Ça veut dire que si l'outil ne vous propose pas l'adresse souhaitée, vous cliquez sur « Je ne trouve pas mon adresse ».
Vous pouvez aussi mentionner des compléments d'adresse pour être le plus juste, le plus complet possible. Le salarié est-il domicilié fiscalement à l'étranger? Donc là, cette information, je le disais également tout à l'heure, elle est importante parce qu'elle aura pour conséquence d'appliquer les bonnes cotisations pour ce salarié. S'il est domicilié fiscalement à l'étranger, il sera exonéré de CSG-CRDS et il paiera des cotisations maladie majorées. 12,5% au lieu de 7. Le salarié habite-t-il chez l'employeur pour la durée du contrat? Non. Donc, nous avons réalisé le contrat, nous avons renseigné les informations concernant le salarié et nous arrivons à cette étape 3, la santé-sécurité. Donc là, on retrouve les éléments concernant la santé-sécurité au travail. Donc, il existe plusieurs types de suivi individuel simple, adapté ou renforcé. En cliquant sur ce lien, vous avez un renvoi vers notre site internet qui vous explique, qui vous synthétise les différents types de suivi, sous quelle période les salariés doivent être vus en fonction du type de suivi par rapport à leurs activités. Pensez-vous que la durée du contrat de travail sera égale ou supérieure à 45 jours? Donc là, automatiquement, c'est mentionné oui, parce que j'ai mentionné donc une durée de contrat supérieure à 45 jours. Donc, il reprend les informations complétées juste avant. Le salarié a bénéficié d'un examen de santé au cours des 5 dernières années pour un poste identique, oui, non. Si je mentionne oui, j'ai une autre partie qui s'affiche mentionnant la dernière visite médicale et si le salarié a été affecté à un nouveau poste, s'il a bénéficié d'un aménagement ou a été déclaré inapte. Si le salarié ne vous a pas remis le justificatif de sa visite médicale précédente, il faut mentionner non. Vraiment, vous mentionnez oui uniquement si vous avez les éléments en votre possession. Vous avez ensuite toute une série de risques mentionnés pour que la MSA puisse identifier si le salarié doit bénéficier d'un suivi individuel renforcé, d'un suivi individuel adapté ou simple s'il ne bénéficie d'aucun risque. Donc, vous voyez, il y a tous ces risques-là. Si le salarié n'est pas concerné, il vous suffit de cocher donc la dernière coche sur cette page. Sachez que si votre salarié est considéré comme travailleur handicapé, vous pouvez le mentionner ici. Et là, j'accède donc en dernière étape à un récapitulatif. Là, la déclaration préalable à l'embauche n'a pas encore été envoyée à la MSA. Ça vous permet de vérifier toutes les informations que vous avez complétées, de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur avant l'envoi. Donc, vous voyez, c'est quand même synthétique et ça permet de vérifier. Vous n'avez pas besoin, si vous souhaitez modifier des informations, vous n'avez pas besoin de tout refaire. Vous pouvez, par exemple, modifier uniquement la partie liée au contrat ou uniquement lier la partie qui concerne le salarié. Si les informations sont correctes, il vous suffit de cliquer sur « Envoyer la DPAE à la MSA ». Vous avez là aussi un message d'information concernant les salariés. Donc, s'ils ne sont pas affiliés à la MSA, nous vous demandons de communiquer à vos salariés la nécessité de nous adresser une copie de leur titre de séjour s'ils sont de nationalité étrangère, un justificatif d'état civil et, donc c'est bien et non pas ou, un extrait d'acte de naissance s'ils sont nés à l'étranger. Même s'ils sont européens, on aura besoin de ces informations-là. Donc, justificatif d'état civil et extrait d'acte de naissance pour leur attribuer un numéro de sécurité sociale et un justificatif d'adresse. Donc, envoyer la DPAE. Et là, on arrive donc
à un accusé réception. Vos DPAE ont bien été envoyés à la MSA. Donc, vous pouvez la télécharger et la remettre à vos salariés, à votre salarié. Donc ça, c'est une obligation, hein. À partir du moment où vous avez fait la DPAE, il faut la transmettre également à votre salarié. Et si vous embauchez également un autre salarié avec les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques similaires, un contrat similaire, vous pouvez réutiliser cette DPAE. Et là, vous avez accès donc aux documents de votre salarié, voir la DPAE et voir l'accusé de réception. Donc là, voir la DPAE, vous cliquez dessus automatiquement, ça s'enregistre dans sur votre page internet. Et là, donc, vous avez accès aux informations de la DPE, c'est ce document-là qu'il faut imprimer et adresser à votre salarié. Quand vous êtes sur votre espace sécurisé MSA, dans la rubrique TESA simplifiée, je vous conseille vraiment d'utiliser les boutons que vous allez retrouver à chaque fois en bas de page. Allez au tableau de bord TESA. Lorsque vous utilisez les flèches de votre navigateur retour, très souvent, vous allez être déconnecté. Ça risque de vous agacer. Donc, privilégiez vraiment les boutons que vous allez retrouver à chaque fois en bas de page. Allez au tableau de bord TESA. Ça vous permet d'arriver sur cet écran. Donc, nous avons réalisé ensemble donc, une DPAE et nous allons à présent faire un bulletin de salaire. Donc, pour cette simulation que l'on effectue ensemble aujourd'hui, j'ai déjà effectué une déclaration préalable à l'embauche d'un salarié et nous allons faire donc ce bulletin de salaire. Le salarié a déjà été enregistré. Donc là, je vais dans la rubrique « Faire un bulletin de salaire ». Donc là, on considère que le salarié est sorti et je souhaite réaliser son bulletin. Donc la DPAE a déjà été effectuée pour Madame Alban Mayol. J'avais une période d'embauche donc qui était bornée dès le début du 10 juin au 15 juin. Donc nous sommes le 18 juin, donc la période est terminée. Et je vais créer le bulletin. On retrouve ici les informations concernant la déclaration préalable à l'embauche. Donc, elle a bien été effectuée et adressée à la MSA. Nous avons la période de paie. Donc, la date d'embauche, c'était le 10 juin. Vérifiez bien ici que la période est bien conforme. Il se peut que automatiquement l'outil mentionne, surtout si vous n'avez pas mentionné de date de fin lors de la déclaration préalable à l'embauche, l'outil va automatiquement mentionner le dernier jour du mois en cours. Donc là, vu qu'on avait borné pour cet exemple, pour cette déclaration préalable à l'embauche, c'est la date du 15 juin qui apparaît. Mais sinon, vous pouvez bien sûr la modifier. Donc là, nous sommes le 15 juin. On va mentionner donc le nombre de jours travaillés et le nombre de jours d'absence non payés. Donc là, on va mentionner 5 jours travaillés. J'ai la possibilité de mentionner si le salarié n'a pas exercé d'activité pendant la période de paie du bulletin de salaire. Mais là, ça peut se présenter finalement quand vous êtes sur un contrat sur plusieurs mois et pour lesquels, sur une période, finalement, le salarié n'a pas eu d'activité. Le contrat, donc, on est sur un contrat qui a pris fin, donc une fin de CDD. Je peux mentionner le taux de l'IFC. Donc, l'IFC, c'est l'indemnité de fin de contrat. Il est mentionné que c'est facultatif et j'ai accès à une aide qui m'explique ce qu'est l'IFC. Donc, l'IFC, c'est ce qu'on appelle la prime de précarité que l'on verse au salarié à la fin de son contrat. Il faut savoir qu'il y a pour certaines conditions, pour certains types de contrats ou pour certaines fins de contrat, pour lesquelles cette indemnité de fin de contrat n'est pas due, notamment pour les contrats saisonniers.
Donc là, nous, on est sur un contrat saisonnier, donc je n'ai pas l'obligation de verser ces 10 de précarité. Pour autant, même si le contrat saisonnier ne vous oblige pas à verser cette prime de précarité, vous êtes bien sûr libre de la verser si vous le souhaitez. Donc là, je ne mentionne pas. Et je peux mentionner si le salarié a atteint un seuil de pénibilité. Donc là aussi, j'ai accès à un message d'information si je veux aller plus loin. Donc non. Et enfin, il m'est demandé de choisir si l'indemnité compensatrice de congé payé est versée sur chaque bulletin de salaire ou sur le dernier bulletin de salaire en fin de contrat. Dans l'exemple précis, on est sur un contrat de quelques jours sur un mois. Donc je vais le verser à la fin du contrat. Mais sur un contrat qui va être sur plusieurs mois, nous vous conseillons fortement de verser cette indemnité compensatrice de congés payés au mois le mois pour vous permettre de ne pas dépasser le plafond pour bénéficier des exonérations de charges patronales, exonération générale ou exonération travailleur occasionnel. Donc sur le dernier bulletin de salaire. Donc j'ai mentionné la période, là j'arrive sur la partie des heures. Donc les nombres d'heures normales, là encore j'ai un rappel sur le SMIC en vigueur. Le nombre d'heures normales, nous sommes donc sur 5 jours de travail, nous sommes à 35 heures avec un tarif horaire. Je peux mentionner, c'est facultatif, des heures supplémentaires et aussi des heures majorées si je le souhaite. J'ai cette fenêtre qui s'affiche, donc l'ajout du versement santé. Ça vous a été présenté tout à l'heure. Vous avez là aussi un lien vers notre site internet sur le versement santé et comment le calculer en fonction du temps de travail du salarié, en fonction de s'il est en CDD, ça va avoir un impact aussi sur le montant du versement santé. Donc là, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce versement santé. Vous devez absolument mentionner une information. Donc si le salarié n'est pas concerné par le versement santé, vous mentionnez 0. Et vous arrivez donc à la partie autre rémunération. Là, vous allez pouvoir déclarer notamment des remboursements transports en commun, des titres restaurants, des acomptes, donc qui seront mentionnés en négatif sur le bulletin de salaire, ou des primes exceptionnelles, des primes non imposables à l'initiative de l'État, anciennement appelées primes Macron. Et vous avez, pour finir, accès à une synthèse. Donc, c'est vraiment le même fonctionnement que pour la DPAE. Vous avez accès à toutes les informations que vous avez complétées sur les différentes étapes, période, heure, autres rémunérations, pour vérification. Vous pouvez également demander un aperçu du bulletin de salaire, donc BS bulletin de salaire en PDF. Quand je clique dessus, il apparaît directement dans ma page téléchargement. On voit bien ici que nous sommes sur un spécimen. Vous allez, là on est sur un aperçu pour voir si c'est conforme à ce que vous souhaitez. On retrouve par exemple ici la convention collective nationale CUMA. Si ça vous convient, vous fermez cette fenêtre et vous avez en bas de page finalisé le bulletin de salaire. Vous avez finalisé le bulletin de salaire. Vous pouvez le télécharger. Tout à l'heure, nous avons téléchargé la version spécimen. Là, on peut le télécharger et donc la version spécimen, la mention spécimen n'apparaît plus. Le bulletin de salaire, pour rappel ou pour information, le bulletin de salaire ne fait apparaître que les informations, que les cotisations là, salariales.
Donc, ça explique aussi pourquoi, ici, dans exonération et allègement de cotisation, vous avez cette mention 0. L'exonération générale ou l'exonération travailleur occasionnel sont des exonérations patronales, donc elles n'apparaissent pas sur le bulletin de salaire que vous allez transmettre à votre salarié. Donc, nous avons le bulletin de salaire, vous l'imprimez et vous pouvez le remettre à votre salarié. Et vous pouvez, donc si vous avez d'autres bulletins à créer pour des salariés, donc si la période de paie est terminée, créer d'autres bulletins de salaire pour les autres salariés, comme ça vous les faites à la suite. Et si vous avez réalisé tous les bulletins de salaire, vous pouvez envoyer votre DSN mensuel. Donc la DSN va récapituler, va emporter toutes les données de la paye de tous les salariés sur le mois en cours, le mois civil en cours. Donc là, on arrive sur la rubrique DSN. Donc vous voyez, moi, j'y ai eu accès à partir donc, de la rubrique bulletin de salaire. Mais si je reviens sur le tableau de bord, je peux également y accéder de cette manière, envoyer ma déclaration mensuelle DSN. Donc là, j'ai cliqué ici et je reviens sur la même page. Donc sur la DSN, vous avez là aussi une information. Vous avez jusqu'au 10 du mois suivant la période pour envoyer la DSN. Donc là, nous sommes le 18 juin. Tout dépend de votre situation. Si vous avez des salariés qui sont encore présents dans l'entreprise sur le mois de juin, eh bien, vous ne pourrez pas envoyer la DSN tant qu'il y a des contrats en cours et tant que vous n'avez pas réalisé tous les bulletins de salaire du mois de juin. Par contre, si vous savez que le salarié est sorti et que vous n'aurez pas d'autres embauches, vous pouvez envoyer la DSN à condition, bien sûr, d'avoir finalisé tous les bulletins. Donc là, par exemple, sur la période de juin, on peut voir état de la déclaration, donc état de la DSN non envoyé. J'ai 4 contrats sur le mois de juin et je n'ai réalisé qu'un seul bulletin de salaire finalisé. Donc là, on ne me propose pas, l'outil ne me propose même pas d'envoyer la DSN, il me propose de finaliser les bulletins de salaire. Il y a 3 types d'état déclaration sur cette rubrique DSN. État de la déclaration envoyée, ça veut dire que vous avez bien répondu à votre obligation en tant qu'employeur, vous avez terminé la période de paie et vous avez envoyé la DSN, donc ça se fait en 2 clics, hein, ou prête à être envoyée, donc là c'est en orange, ça veut dire qu'il vous reste encore un clic à effectuer pour envoyer cette DSN, ou alors non envoyé, et si c'est non envoyé, c'est qu'il reste des bulletins à finaliser. Si je clique sur finaliser les bulletins, j'arrive sur cette page qui me permet d'avoir un récapitulatif sur la période des salariés connus dans l'entreprise. On va retrouver par exemple la salariée pour laquelle nous avons fait une déclaration d'embauche tout à l'heure. Donc elle a débuté, non, c'était monsieur Samuel Maes. Donc c'était la déclaration préalable à l'embauche que nous avons effectuée ensemble. Donc du 20 juin au 18 septembre, donc créer le bulletin ou annuler la DPE, parce que si finalement le 20 juin, le salarié ne se présente pas, eh bien je pourrais annuler la déclaration préalable à l'embauche. J'ai Alban Mayol, donc le bulletin de salaire que nous venons d'effectuer ensemble. Donc, je peux encore, tant que je n'ai pas envoyé la DSN, supprimer le bulletin de salaire ou le corriger. Et nous avons donc d'autres salariés avec des contrats en cours pour lesquels nous n'avons pas encore finalisé les bulletins de salaire. Par exemple, nous allons effectuer une annulation de DPAE. Là, nous avons ici monsieur Benjamin Poupard qui a été, alors j'avais réalisé une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche au 3 juin 2024. Finalement, ce salarié ne s'est pas présenté.
eh bien, je peux annuler la DPAE. Une fenêtre s'affiche et je dois mentionner donc le motif pour quelle raison ce salarié ne s'est pas présenté et pour quelle raison je demande surtout l'annulation de la DPAE. Alors, très simple, hein, ne s'est pas présenté ou erreur dans la DPAE ou voilà, vous pouvez, mentionner, ce que vous souhaitez, mais il faut absolument mentionner une information dans le motif. Je valide l'annulation de la DPAE et donc là, sur la partie bulletin de salaire de ma DSN, je n'ai plus que 3 lignes. Ce salarié a été supprimé. Ce que je vous propose, c'est de regarder, un petit peu plus en détail quand même sur la DSN, comment ça se présente pour des DSN qui ont été envoyés et quelles sont les informations que vous pouvez collecter, une fois que vous avez, transmis la DSN, une fois que vous avez, validé la période de paie. Donc là, pour avril 2024, donc la DSN a déjà été, envoyée. Voir le détail des cotisations. Donc, nous avions en avril 2024 4 bulletins de salaire. On a le détail des cotisations. Et il nous est mentionné la nécessité, en fait, ce montant, c'est le montant qui doit être payé auprès de la MSA, donc au plus tard le 25 du mois suivant le mois d'emploi. Donc, pour le mois d'avril, au plus tard le 25 mai. Il y a aussi également une information concernant, une particularité, si vous êtes dans le cas où vous utilisez la DSN pour d'autres salariés. Par exemple, des salariés, permanents ou un tiers déclarant, un cabinet comptable. Il y a des spécificités à respecter. Et là, donc, je peux télécharger mon décompte de cotisation. Là aussi, il se télécharge automatiquement. Et je retrouve le montant. Donc ça, à conserver aussi pour votre comptabilité, donc avec le montant à payer à la MSA. Ce document, vos factures. C'est vraiment une différence majeure avec l'ancien TESA simplifié si vous étiez utilisateur. Vous ne recevrez plus de facture de la part de la MSA. C'est le fait d'envoyer votre DSN, le fait de valider les bulletins de salaire finalement que vous avez réalisés sur la période pour vos salariés. C'est ça qui génère donc la DSN et un récapitulatif des cotisations. Donc à régler auprès de la MSA au plus tard le 25 du mois suivant. Si vous êtes déjà connu au niveau de la MSA comme employeur ou si vous avez la possibilité de nous transmettre une autorisation de prélèvement pour que les cotisations salariales soient automatiquement prélevées sur le compte bancaire que vous nous aurez communiqué. C'est bien 2 autorisations de prélèvement distinctes. Si vous êtes exploitant, chef d'entreprise agricole, vous nous avez peut-être déjà transmis une autorisation de prélèvement pour vos cotisations personnelles. Il faut savoir que pour vos salariés, c'est une autre autorisation de prélèvement distincte qu'il faut nous communiquer pour les cotisations. Donc là, nous avons téléchargé le décompte des cotisations, mais vous pouvez également voir le détail pour chaque salarié. Donc là, on retrouve par exemple pour monsieur Semence, voir détail. Et on a donc la rémunération, le montant de la part patronale, les exonérations, les réductions. Le PAS, c'est le prélèvement à la source. Donc le montant du prélèvement à la source sur la période du 2 avril au 8 avril. Et là, on retrouve toutes les branches de cotisation. Donc là, prévoyance, donc GIT, l'incapacité et le décès. La cotisation accident du travail, assurance vieillesse, etc. Donc on retrouve vraiment un détail pour la période et pour le salarié. Et c'est la même chose pour tous les salariés de la période. Voilà sur cette présentation donc de la DSN. Donc là, on revient au tableau de bord TESA.
On a bien tous les éléments et là, j'en profite quand même pour finir, pour vous dire que vous avez accès au registre unique du personnel. Donc c'est un document qui va reprendre tous les salariés déclarés par ce canal du, TESA simplifié, donc version 2024. Il n'y a pas de reprise si vous étiez utilisateur de l'ancien TESA simplifié ou si vous utilisez l'ADSN, notamment par un tiers déclarant pour des salariés permanents ou des apprentis, il n'y a pas de lien avec les autres registres uniques du personnel. Donc là, vraiment, les contrats mentionnés ici ne sont que les contrats, que les salariés qui ont été déclarés en utilisant le TESA simplifié. Donc voilà sur cette présentation de l'outil. J'espère que voilà, vous avez pu voir, de quelle manière cet outil, vous permet de vous accompagner aussi dans vos démarches. Il a vraiment été pensé pour vous faciliter la tâche. Alors certes, il y a, pas mal d'informations à compléter, mais celles-ci seront aussi là pour fiabiliser les déclarations et répondre aux obligations, aux normes de la DSN, donc qui est une obligation, je le rappelle, qui concerne tous les employeurs dès le premier salarié. Merci Françoise, merci pour cette présentation claire et précise. Je vais continuer à vous expliquer quelques informations nécessaires, notamment le fractionnement. Donc, vous êtes employeur, si vous utilisez exclusivement le TESA simplifié, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par le fractionnement, c'est la MSA qui fait le nécessaire. Si à côté de ça, vous avez des salariés permanents ou spécifiques, des apprentis par exemple, qui sont déclarés via la DSN, dans ce cas-là, un fractionnement est nécessaire. Il faut faire un fractionnement de 1 sur 9. Si vous gérez, vous avez un logiciel de paye, dans ce cas-là, il faut se rapprocher de votre éditeur de logiciel pour vous expliquer sur l'outil où et à quel endroit il faut faire le fractionnement de 1 sur 9. Si vous avez par exemple un centre de gestion ou un tiers déclarant qui gère votre DSN, il faut lui préciser que la DSN doit être fractionnée, pardon, afin que vous puissiez utiliser le TESA simplifié. Donc, juste un récapitulatif des tâches à réaliser. Donc, la déclaration préalable à l'embauche, comme ça a été précisé, est à faire au plus tôt 8 jours avant l'embauche. À ce moment-là, vous allez pouvoir éditer votre contrat de travail, comme vous l'avez vu, et ainsi télécharger votre accusé de réception de la déclaration d'embauche. Et comme Françoise nous l'a précisé, vous avez toujours la possibilité d'effectuer une déclaration sans embauche si, par exemple, le salarié ne se présente pas ou vous décalez un peu la date de début du contrat. La deuxième étape, le bulletin de salaire. Donc, à cette partie de finalisation, vous allez pouvoir produire le bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi. Et donc, comme on a pu le constater, on a la possibilité de modifier le bulletin de salaire, par contre, uniquement et seulement uniquement avant le dépôt de la DSN. Donc, au moment du dépôt de la DSN, comme Françoise l'a précisé, on peut avoir des informations, un récapitulatif, on peut télécharger notre décompte de cotisations et de contributions. Donc, pour rappel, le paiement de cotisation se fait au plus tard au 25 du mois suivant. Donc, pour l'instant, si vous êtes en prélèvement, c'est un prélèvement mensuel. Donc, on attend peut-être il y aura un changement pour les employeurs qui souhaitent opter pour le prélèvement trimestriel.
Donc, pour l'instant, hein, si vous voulez, être en prélèvement, comme Françoise l'a précisé, là, il faut, nous envoyer, le mandat CEPA avec le RIB afin d'enregistrer, le prélèvement mensuel. Donc très important, il faut savoir qu'il y a des dates limites pour effectuer vos bulletins de salaire et déposer, votre déclaration sociale nominative. C'est différent d'un mois à l'autre. Il y a des mois où, la date limite, c'est le 11, voire le 8. Si je prends le mois d'août, par exemple, le 8 août, il faut déjà avoir, finalisé son bulletin de salaire et avoir déposé, sa DSN. Donc voilà, ça va dépendre des mois, mais le calendrier, va varier, donc d'un mois à l'autre. Je vous rappelle les possibilités, de paiement, hein, donc vous pouvez adhérer au télérèglement pour payer, vos factures. Comme vous pouvez être en prélèvement, chose qui vous facilite aussi, la gestion, comptable, et vous pouvez aussi faire un virement. Le RIB de la MSA est accessible sur votre espace sécurisé MSA, dans l'onglet Factures et règlements. Consultez le RIB de ma caisse. On vous laisse quelques informations pratiques. Donc, le guide pas à pas qui est disponible, hein, sur le site, tesa.msa.fr, comme vous pouvez aussi avoir une passerelle via le site MSA. Donc, il y a une foire aux questions, hein, pour le TESA simplifié qui est disponible sur votre site MSA. On vous laisse aussi les coordonnées, de nos caisses respectives. On vous rappelle, pour, la caisse MSA Mayenne-Orne-Sarthe, donc bien sûr nos coordonnées et aussi, notre prochain webinaire qui aura lieu le 20 juin et donc ça sera le webinaire pour, l'emploi de travailleurs occasionnels. Donc, la diapo, est, interactive, hein, donc le lien, si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur le lien, et vous inscrire. Donc c'est un webinaire qui aura lieu le 20 juin. Un webinaire sera aussi, organisé par nos 2 caisses respectives, donc le mardi 25 juin et ça sera autour de la DSN, donc ça sera notre webinaire Fiabiliser nos DSN. On vous a laissé aussi quelques informations utiles, donc notamment le guide du nouvel employeur. Il est disponible uniquement sur le site de la MSA Loire-Atlantique Vendée. Donc c'est un livret qui centralise, de nombreuses informations sur le TESA, la déclaration préalable à l'embauche, le bulletin de salaire, aussi sur la prévoyance complémentaire et la mutuelle, des informations sur les arrêts de travail ainsi que la santé sécurité au travail. Un lien aussi est, disponible pour l'emploi des salariés saisonniers et il y a des fiches, qui sont, faites en multilangue et vous avez aussi le livret d'accueil des saisonniers que vous pouvez consulter et donc avec des liens aussi, hein, sur les différents sites pour l'emploi des travailleurs, saisonniers. Notre webinaire touche à sa fin. Je vous remercie, pour votre attention et votre participation. Toutefois, hein, s'il reste quelques questions, dont on n'a pas encore, répondu, on reste, quelques instants, le temps de répondre à toutes vos questions. Merci à vous et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.